Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette émission spéciale, une émission à laquelle le groupe RATP vous invite en quelque sorte pour vous présenter ses vœux pour 2021, un direct d'1 heure depuis le studio 104 de la Maison de la Radio, avec des invités, des experts, avec des moments de création, de la musique, de la poésie, des rencontres, pour mieux se projeter ensemble dans cette année qui démarre. Et pour commencer, je vous demande d'accueillir Catherine Guillouard, présidente du groupe RATP. Bienvenue. Bonjour. Je vous en prie, prenez place sur cette scène du studio 104. Madame la Présidente, 2020 a été une année bouleversée pour tout le monde, évidemment, et pour le monde entier. Le groupe RATP n'a évidemment pas été épargné par ce qui s'est passé cette année et a même dû relever une série de défis exceptionnels. Quel regard portez-vous sur cette crise mondiale pour le groupe RATP ? Je crois qu'on peut dire que l'année 2020 pour le groupe RATP, ça a été une année à la fois de résilience et de preuve. Alors d'abord, on a dû évidemment faire face à une situation de crise sanitaire exceptionnelle qui a nécessité une réactivité de nos personnels d'exploitation, de maintenance, de support. Tout le monde s'y est mis. On a changé de nombreuses fois l'offre. Je rappelle qu'avant la crise, on était à 12 millions de voyageurs jour. En plein au milieu du confinement, on était à 30% d'offres avec 2 millions de voyageurs. On est remonté à 5-6 millions aujourd'hui. Et vous voyez par exemple l'exercice de déconfinement de mai, qui a été un exercice en très grande dimension. Aucun réseau ou presque ne s'est livré à un exercice aussi contraint sur le plan des règles sanitaires, puisqu'on devait respecter les gestes barrières, a été quelque chose d'extrêmement, j'allais dire, délicat et complexe à gérer. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on voit la qualité d'une entreprise et de ses équipes à la capacité de gérer des crises comme ça, mais aussi, et ça a été mon obsession de l'année, vraiment, ça a été de ne pas se laisser complètement engloutir par cette crise et de conserver le cap sur les défis que nous avons et qui sont très nombreux, très lourds à moyen terme. Je prends par exemple comme évident le fait qu'on avait un programme d'investissement. On le doit à notre autorité organisatrice, qu'Île-de-France Mobilité, la région, les collectivités nous confient ces investissements. L'an dernier, en 2019, on avait fait 2 milliards d'investissements. Je peux dire, les comptes ne sont pas encore arrêtés, qu'on ne sera pas très loin de les avoir encore réalisés cette année, malgré la crise et le choc sanitaire. Donc c'est une vraie réalisation. Le deuxième, évidemment, défi qu'on a devant nous, c'est l'ouverture à la concurrence. Donc, un plan de transformation, je le sais, qui est très lourd et qu'on a continué contre vents et marées. Je pense aux gens du Vendée Globe, en dépit des bourrasques, à faire avancer. Puisque, contrairement à ce qu'on peut entendre là, ici ou là, on a 18 000 de nos personnels qui sont concernés sur les 45 000 de la RATP. Le groupe fait 65 000, mais la RATP en région parisienne en fait 45 000. Et 18 000, 45% de nos salariés sont concernés par cette ouverture à la concurrence sur les bus parisiens. Donc il faut vraiment, effectivement, qu'on se prépare. Et cette préparation n'a pas été stoppée, bien au contraire, pendant la crise. Et enfin, j'allais dire, un volet évidemment fondamental pour nous, c'est le développement à l'international ou le développement par l'innovation. On a, en plein été, en plein mois d'août, signé une acquisition comme MAPI, qui est le 3e opérateur de plateforme numérique en France pour la mobilité. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on peut dire qu'effectivement, le groupe a vraiment vécu une année de très grande intensité. Et je remercie vraiment les équipes qui ont été au niveau de la tâche. Je crois que la mission d'intérêt général qui nous anime n'a jamais été aussi forte. Et il faut rester malheureusement très humble. La crise est très loin d'être terminée, vraiment très loin. Mon souci, évidemment, et je sais que toute notre autorité organisatrice le partage, c'est de voir quel est à terme l'impact de cette crise pour les 2 ans à venir. Je pense qu'on va en sortir que très progressivement. Et donc, il faut effectivement qu'on soit encore très mobilisé sur l'année 2021 parce qu'il y a encore beaucoup d'événements à gérer. On a compris que cette mobilisation qui a déjà eu lieu a permis une continuité de service aujourd'hui, mais il y a aussi la question qui se pose, c'est de la sécurité sanitaire, justement. Oui, alors c'est vrai que une entreprise de transport, la mère de toutes les obligations, c'est la sécurité. Donc on a vécu jusqu'à cette année, je dirais, sur un diptyque.
sécurité routière, sécurité ferroviaire. Et on a traversé cette année avec un triptyque qui est devenu sécurité ferroviaire, sécurité routière, sécurité sanitaire. Avec là aussi une mobilisation oui, exceptionnelle. Et je dois vraiment remercier, j'allais dire, la présidente de région Valérie Pécresse et Île-de-France Mobilité de nous avoir fait confiance là-dessus, parce que on a eu des moyens. Il faut le dire, on a eu des moyens exceptionnels qui ont été dégagés pour pouvoir faire face à cette situation. La question de la confiance du client est absolument clé. Donc, vous voyez, on est passé d'une situation où, si on imagine le monde d'hier, on fermait le réseau à 1h du matin, on partait dans 400 chantiers de nuit. Et aujourd'hui, on ferme le réseau, on part dans les 400 chantiers de nuit, et dans le silence de la nuit, on nébulise, on brumise de produits virucides pour nos clients et aussi pour protéger nos salariés. Eh bien, les rames de métro, les bus. Donc, c'était un défi logistique opérationnel complémentaire qu'on a fait. Et on a eu des moyens complémentaires alloués par Île-de-France Mobilité. Et je pense que ça a permis quand même de rassurer et de faire en sorte qu'aujourd'hui, on a encore 55 à 60% de trafic sur le réseau. Alors, certes, c'est très insuffisant par rapport à ce qu'il nous faut pour un équilibre économique décent. Mais je pense que si on n'avait pas fait ça, on aurait eu une crise encore plus grave, en fait. Est-ce que justement vous pensez, Catherine Guillouard, que la période qu'on traverse encore maintenant rejoue le lien du groupe RATP et avec ses clients? Ben, je crois que dans la crise, il y a plein de choses. C'est un révélateur, la crise. Hein. Ça met finalement à la fois les forces et les faiblesses. Et en l'occurrence, nous avons essayé depuis maintenant 2 ans et demi de mettre le client au cœur de l'expérience de la RATP. Vraiment, c'est important. C'est devenu pour moi vraiment un chantier absolument prioritaire, et cela totalement en lien, là encore une fois, avec la volonté qu'a notre autorité de faire en sorte que l'expérience client soit une démarche continue de progrès. Alors, là-dessus, effectivement, on en a quelque part profité, je dirais. On a fait des choses très importantes cette année. Je prends un exemple. On vient de lancer la charte d'engagement pour nos clients. On a pris 9 engagements vis-à-vis de nos clients, et ce n'est pas de la communication, je tiens à le dire. Pendant l'année, l'année qui vient de s'écouler, on a formé nos personnels. Alors, évidemment, les formations sont diverses, je dirais. Pour des conducteurs de métro, de RER ou de bus, c'est la prise de parole. Pour les agents de station, c'est des formations au travers d'un programme qu'on a appelé Mon client et moi, et qui permet aux agents de station d'avoir une attitude servicielle plus proactive, plus proche du client et surtout plus standardisée. Et tout ça, on l'a travaillé, et donc c'est vraiment un des objectifs de l'année de monter en gamme. Bon, ça c'est un premier exemple, je dirais. Mais un des plus grands engagements que nous ayons pris, et ça c'est lié au programme d'investissement que nous avons aussi, notamment sur la conversion de nos centres bus à l'électrique et au gaz et la conversion de la flotte. Donc c'est un programme qui est financé au travers de notre plan avec Île-de-France Mobilité, qui est quand même 1,8 milliard d'investissement. Et ce programme est fondamental parce qu'on va réduire nos gaz à effet de serre c'est énorme, hein, de 50% d'ici 2025. Pourquoi? Parce que les bus représentent... C'est très rapide, c'est très rapide. rapide. Ah oui, c'est très rapide. Et les bus représentent 72% des gaz à effet de serre émis. Et si on arrive à faire ce programme, et on en a la volonté et on a les moyens avec Île-de-France Mobilité de le faire, on va arriver à éliminer 75% des gaz à effet de serre. Et la RATP fait aussi des choses, je tiens à le dire, puisqu'on a un autre programme qui est important pour nous, qui est de baisser de 20% notre consommation énergétique. Alors, quand je dis ça, on suit ces indicateurs. C'est-à-dire que, par exemple, sur les GES, on est à moins 13% à la fin de l'année 2019. Je n'ai pas encore les chiffres de l'année 2020. Et sur la question de la consommation énergétique, on vise moins 20 en 2025. On est déjà à moins 8. Et par exemple, on s'est partenarisé avec EDF. On a conclu un contrat de long terme avec EDF. 7 éoliennes vont nous apporter l'équivalent de notre consommation électrique des tramways, c'est-à-dire 60 000 mégawatts par an. Et on va éliminer comme ça 1500 tonnes de CO2 émis. Donc, ce sont des vrais engagements que nous prenons avec des vrais résultats. Évidemment, c'est une satisfaction pour les clients de savoir que nous développons des solutions qui sont à la fois
durable et innovante. Voilà, ça c'est vraiment, ça nous tient à cœur. Et on le fait d'ailleurs en Angleterre, par exemple. À Londres, on ne le sait pas, mais on est l'opérateur le plus électrique en bus. RATP Dev à 20% de son infrastructure à la fois de dépôt et de bus électrique. On est le champion de l'électricité à Londres, de l'électromobilité à Londres aussi, par exemple. Alors, on comprend que les grands projets, les grandes directions n'ont pas décéléré et les grands travaux non plus n'ont pas cessé sur la période. Il y a eu une des grandes étapes de la transformation en cours, la mobilité en Île-de-France en général, qui vient d'avoir lieu. C'est le prolongement de la ligne 14 au nord, qui est raccordée désormais à la ligne 13. Et bientôt, se préfigurent les lignes du Grand Paris Express. Ça commence à se dessiner. Oui, oui. Et pour nous, objectivement, les équipes, quand je dis les équipes, c'est à la fois les équipes de la RATP, mais aussi nos partenaires industriels, les génies civilistes, évidemment Siemens, Alstom. Tout le monde s'est aligné pour essayer d'ouvrir, comme nous en y avons pris l'engagement avant la crise, par rapport à nos parties prenantes, c'est-à-dire l'État, la région, la ville de Paris, le Conseil des Hauts-de-Seine, le Conseil de Seine-Saint-Denis. On avait pris cet engagement. C'est un territoire de 100 000 personnes qui sont concernées par l'arrivée de la 14. Et sans rentrer dans les détails, c'est pas fini d'ailleurs, parce qu'on a inauguré le 14 décembre 3 stations et on aura le plaisir d'inaugurer la 4e, qui est Porte de Clichy, qui est très attendue notamment par le tribunal de Paris. D'ici quelques jours, là. Ouais, le 28 janvier. Et vous voyez, Clichy, on dit la Porte de Clichy, c'est une station de 9000 m² à 26 mètres sous terre. C'est des réalisations extraordinaires, franchement. Et ça change la vie des gens. Quand vous rentrez à Châtelet, que vous mettez 15 minutes pour aller à Saint-Ouen, et que demain, quand on aura fait la Sud, on mettra 27 minutes de Châtelet à Orly, puisque c'est ça le défi technique, c'est-à-dire qu'on est en train de faire une ligne de 30 km sous tunnel, sous un réseau très dense d'habitation. Donc effectivement, ça a été une réalisation très importante des équipes cette année. Et je pense que, bien sûr, on en a plusieurs autres à livrer. L'automatisation et la livraison de la 4 qui va à Bagneux, la 11, la 12. Enfin, tout ceci, c'est nos cartes de visite pour montrer qu'on est vraiment le leader mondial du métro automatique. Oui, tout à l'heure, on parlera de la ligne 14 et de son prolongement avec son directeur Louis Villiers. Avec Louis. Ouais, absolument. Ouais. On entend, Catherine Guyard, que vous parlez de préparer l'avenir. Voilà, ces chantiers, ces investissements, c'est ça. Et préparer l'avenir, c'est préparer l'avenir des villes. Oui. Absolument, parce que je pense que là où on a une spécificité très forte au niveau du groupe RATP, c'est que depuis 70 ans, notre berceau parisien, alors maintenant, nous opérons dans 470 villes en France et dans le monde, mais notre berceau principal parisien a fait que nous avons développé des savoir-faire qui vont au-delà, même si notre cœur de métier est vraiment, bien entendu, les solutions de mobilité, mais qui va au-delà du mass transit, notre cœur de métier. Alors, d'abord, les nouvelles mobilités, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que nous étions un opérateur multimodal et qu'il n'y a pas à opposer les nouvelles mobilités et le mass transit. Au contraire, c'est vraiment complémentaire. D'ailleurs, on vient hier, j'allais dire, démontrer l'intérêt et notre, j'allais dire, force sur ce type de sujet, puisque l'appel à manifestation d'intérêt pour la mobilité aérienne urbaine a été un très franc succès. Nous avons conduit cet appel d'offres avec Choose Paris Region et ADP. On a une trentaine de partenaires start-up industriels qui font qu'on a bon espoir et on va déjà avoir des premiers essais en 2021. Mais on est aussi actionnaire des scooters électriques City Scoot, de Communauto l'autopartage, de Klaxit le covoiturage et des véhicules auto. On a un programme de développement du véhicule autonome très complet. Donc les nouvelles mobilités. Deuxième sujet, l'immobilier. On ne le sait pas, mais la RATP est un acteur très important de l'immobilier. On a 250 hectares dans Paris de parcs immobiliers en propre ou en facility management. Et donc là-dessus, on a des programmes qui mixent à la fois la rénovation de nos actifs industriels, centre-bus ou ateliers de métro, et la construction de logements sociaux, ou privés, et de services publics, comme des crèches, par exemple. On a déjà sorti de terre des projets de cette nature. On en a une quinzaine en portefeuille avec des partenaires de très bonne qualité, comme Cogedim ou Woodeum. Donc, la mobilité
les nouvelles mobilités, l'immobilier, et puis l'électromobilité, et puis bien sûr aussi la connectivité. On ne le sait pas, mais on a une filiale qui s'appelle RATP Connect, qui fait aussi, qui connaît très bien la ville du Dessous et qui est un des principaux opérateurs de métro dans le métro de fibre optique. Donc, on a vraiment tous ces savoir-faire et on va les aligner pour proposer aux villes des solutions de développement dans ces différents domaines. Et ça, c'est dans la ligne de l'identité de la RATP, de ce qui est construit aujourd'hui autour des villes de demain? Oui, parce qu'on a aussi travaillé sur notre raison d'être, puisqu'on a lancé cette initiative il y a 1 an. D'ailleurs, on la libérera, si je puis dire, d'ici 1 mois à peu près. Et c'est apparu très naturellement dans cet exercice qu'effectivement, au-delà de notre rôle de gestion de mobilité et de mass transit, nous avions toute une série de savoir-faire dans le groupe et qu'il était temps de les organiser et effectivement de chercher du développement. Alors c'est du développement qui est à moyen-long terme, mais il faut le faire puisque de toute façon nous allons rentrer en concurrence. Donc il faut aussi que nous utilisions tous les assets du groupe pour se créer un avenir aussi un peu plus large que celui que nous avons aujourd'hui. Alors, je vais peut-être dire un mot. Vous avez parlé de cette raison d'être qui sera révélée sous peu. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Il y a un film. Ouais, on va présenter cette démarche de la raison d'être. La RATP est le cœur de la ville comme le cœur de l'être humain. Si le cœur ne fonctionne pas, la ville ne fonctionne plus. Le groupe RATP fait typiquement partie des entreprises pour lesquelles définir une raison d'être est naturel. Pour définir cette raison d'être, on a toujours eu en tête la phase de consultation de tout le personnel. Et c'est ce qu'on a fait avec des panels de discussion par métier. En parallèle de ces panels métiers, on a mis en place un comité dédié à la raison d'être et on débattait des mêmes sujets. L'ensemble des outils qui ont été mis en place ont été utiles pour s'assurer que finalement, on avait quelque chose de très inclusif du maximum de collaborateurs. Définir sa raison d'être, c'est dire au monde sa façon de définir son utilité pour le bien commun et pour le collectif. C'est la continuité de ce que nous sommes, avec une revendication plus forte du rôle que l'on a envie de jouer demain. On a tout de suite compris que si cette démarche n'était pas sincère, elle ne marcherait pas. Cette raison d'être doit marquer les esprits et elle doit nous rassembler. Voilà, on a vu en quelques mots et quelques images cette démarche, cette définition de la raison d'être qui a été une occupation du groupe toute l'année dernière. Un succès en interne, c'est ça? C'était très important d'essayer d'embarquer tout le monde. Et je crois qu'on a eu de ce côté-là une réponse extrêmement favorable. On pourrait même se dire, en pleine crise, on pourrait dire c'est gonflé de le faire. Mais c'était justement le bon moment, parce qu'on sortait d'un épisode difficile, il faut se le dire, une crise sociale liée aux retraites. Et finalement, il y a eu un effet de cohésion lié au travers de la crise. Tout le monde a retroussé les manches, tout le monde a essayé, j'allais dire, d'apporter sa contribution en voyant que vraiment, il fallait sortir du cadre commun. Et on a eu 368 000 contributions sur la plateforme, 7 000 participants, ce qui, si j'en crois, j'allais dire les benchmarks, est assez exceptionnel. Et ce qui est sorti, c'est une vision assez juste du groupe. Et donc, je pense qu'elle sera fédératrice et qu'elle sera juste. C'est-à-dire qu'elle sera vécue, parce que ça, c'est très important. Ça ne remplace pas un plan stratégique, mais c'est une boussole auquel on peut se référer. Et surtout, il ne faut pas ce que j'appellerais de défaut d'incarnation. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'elle représente le collectif et que chacun puisse se dire « oui, c'est vrai, tiens ». Je suis fière d'appartenir au groupe parce que cette raison d'être me parle et qu'on va la faire vivre. Donc ça, c'est très, très important. Mieux se connaître tout en continuant d'avancer malgré la crise. Voilà, on a compris, c'est à travers vos quelques mots pour cette introduction de ces vœux. On est en direct sur la scène du Studio 104 de la Maison de la Radio. Merci beaucoup, Catherine Guyard. Non, restez avec nous parce que pendant qu'on discutait, un pianiste s'est installé derrière le piano sur la scène du Studio 104. Quelqu'un qui a comme généalogie artistique, j'ai lu ça, et Maurice Ravel, John Coltrane, Eric Satie, Duke Ellington. C'est une belle compagnie. Un compositeur qui est aussi un improvisateur qui nous propose tout de suite une
variation sur l'identité musicale de la RATP. Il prend le logo sonore de la RATP, la signature musicale, et il l'ouvre comme une malle au trésor. Vous allez voir, il nous montre ce qui se cache derrière ces quelques notes familières. Il s'appelle Quentin Sirjac. Quentin Sirjac, merci beaucoup. On va vous retrouver dans quelques minutes. Vous écoutez les vœux 2021 et vous les regardez aussi, les vœux du groupe RATP en direct du studio 104 de la Maison de la Radio. Les vœux qui servent traditionnellement à saluer l'année qui arrive, mais aussi à faire un bilan de l'année écoulée. Retour sur les grands moments de 2020 avec la revue de presse de Marie Misset qui vient de nous rejoindre sur la scène du studio 104. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Alors, 2020, je crois que c'est très clair, ça a été pour nous tous l'occasion de tester nos liens, de mesurer leur solidité, parfois de les resserrer. Or, tisser des liens dans les villes et en prendre soin, c'est une mission centrale pour le groupe RATP. D'abord parce que sa fonction première, sa mission de service public, celle de transporter des personnes, elle a pris une nouvelle dimension avec le confinement. Le Parisien soulignait d'ailleurs le 22 mars la volonté de la RATP d'aller plus loin dans l'accompagnement de ceux qui ont des fonctions essentielles, en se rapprochant de la PHP par exemple, et en créant 20 lignes de bus à destination des soignants. Et puis, quand il a fallu reprendre masqué le chemin du quotidien, la RATP, avec son autorité organisatrice IDFM, s'est donné pour mission d'assurer la sécurité sanitaire de ces millions d'usagers quotidiens, et puis de les rassurer. Les Échos écrivaient début septembre: depuis le début du Covid-19, la RATP a augmenté de 70% son budget consacré au nettoyage et à la désinfection des rames et de 30% les effectifs dédiés. Elle a industrialisé ses processus de nébulisation de virucides déployés quotidiennement, principalement la nuit, entre 2 et 5 heures. La nébulisation, au passage, une technique de pointe décrite en long, en large et en travers par l'Obs du 6 mai, 5 jours avant le déconfinement, qui permet d'assainir un bus en 2 minutes 40. Un bus, une rame de métro, on en prend soin. C'est comme une relation. Et pour entretenir une relation de confiance, il faut se parler pour mieux se connaître. Le Parisien nous expliquait le 5 janvier que la RATP avait dévoilé cette semaine-là une charte de 9 engagements de service pour ses clients en Île-de-France. Régularité des métros et des bus, information des voyageurs, disponibilité du service client, propreté, sécurité, respect de l'environnement. Tels sont les grands thèmes abordés dans la charte qui donne la parole à quelques-uns des 45 000 agents de la RATP en région parisienne. La suite d'une série d'engagements qui ont permis, entre autres, l'amélioration très nette de la satisfaction des usagers du RER A en 2020. C'est aussi cette année que nous rappelait Le Monde en juillet, la RATP est devenue, je cite, le plus grand métro historique à être intégralement couvert en 4G. Lyon, New York ou Moscou n'y sont pas encore. Tisser des liens, prendre soin, c'est bien, mais rien de tel pour entretenir la flamme qu'un projet qu'on a vu grandir, qu'on a attendu patiemment et qui se révèle à la hauteur de nos espérances. C'est comme ça que les passionnés de train, les ferrovipates, comme les appelle le journaliste de France Bleu qui suivait l'inauguration du prolongement de la ligne 14 jusqu'à Mairie de Saint-Ouen en décembre, ont été définitivement
ferrée. Quant à Karine, qui selon France Bleu va gagner 30 minutes de trajet par jour, si elle n'était pas encore ferrovipote, elle pourrait bien le devenir. Malgré la crise donc, le réseau s'étend et il s'améliore. Il s'étend même bien au-delà des frontières franciliennes et même françaises, puisque cette année, le groupe RATP a continué à prendre place sur de nouveaux marchés, au Caire par exemple. Capital le soulignait le 1er septembre en écrivant « La RATP remporte un succès commercial d'envergure à l'international. L'entreprise et l'autorité nationale des tunnels égyptiennes ont conclu un contrat accordant pour 15 ans l'exploitation et la maintenance de la ligne 3 du métro Kérot au géant tricolore. Succès qui fait d'ailleurs écho au contrat remporté par RATP Dev en France, notamment à Quimperlé, relayé par Télégramme et Ouest France. L'usine nouvelle écrivait d'ailleurs en septembre, pour RATP Dev, très présent à l'international, les opportunités se multiplient en France. En plus du marché des TER, le Grand Paris Express attire les convoitises. Encore une fois, la filiale du groupe RATP a choisi de partir avec des partenaires. Elle s'est alliée au constructeur Alstom et au singapourien ComfortDelGro Transit pour annoncer sa candidature à l'exploitation et à la maintenance des lignes 16 et 17 du futur métro du Grand Paris Express. Alors en effet, pour remporter ces contrats et regarder vers le futur, un ingrédient indispensable d'une relation qui s'inscrit dans le temps, le groupe RATP noue des partenariats stratégiques pour préparer la mobilité et les services de demain. C'est ainsi que Le Monde du 14 décembre citait les nouveaux liens entre RATP Dev et Getlink, c'est l'entreprise en charge de la gestion du tunnel sous la Manche, pour former Régionéo une combinaison de compétences pour remporter des batailles dans l'ouverture du réseau ferroviaire français à la concurrence. Mais le partenariat qui a sans doute le plus fait couler d'encre en 2020, c'est celui du groupe RATP avec le groupe Aéroports de Paris et Airbus. Il y a un an déjà, pour parler de ce partenariat, le Parisien ne pouvait pas s'empêcher de citer Corben Dallas, et oui, le chauffeur du taxi volant du 5e élément de Luc Besson, de la science-fiction, devenu aujourd'hui réalité. Alors oui, une relation a besoin de rêves pour grandir, mais aussi de concrétisation pour améliorer le quotidien, car c'est là qu'elle se vit. Ainsi, la prise de participation de RATP Capital Innovation dans la start-up Vianova a été rapportée par Les Échos en décembre. La jeune pousse tricolore, je cite donc Les Échos, a mis au point une plateforme qui collecte et standardise des données sur l'activité des opérateurs de micromobilité, comprendre trottinettes, vélos, scooters en free floating, etc. Elle propose d'accompagner ces usagers tout au long de leurs trajets urbains pour les rendre plus fluides, plus rapides, plus efficaces et rendre ainsi les villes plus agréable à vivre. Entre cette participation et son rachat de Mappy, le groupe RATP promet de toujours mieux accompagner ses voyageurs dans la ville du XXIe siècle. De leur tenir la main, donc, et même de tenir chaud à leurs petits ou grands pieds, car cette année, la RATP a aussi été citée par Le Bonbon, par GQ, par Combini, par Canal+, par 20 minutes, et même par Vanity Fair, vous promettant d'être stylé comme jamais, avec les chaussettes spéciales Serge le Lapin de la RATP, stylé, au chaud, en sécurité. Quoi de mieux pour aborder 2021 ? Merci Marie Misset, effectivement. Marie Misset, vous terminiez à l'instant sur cette figure, une vraie figure pop, Serge le Lapin, figure de la pop culture, le métro. On peut dire que c'est un élément de la pop culture, un décor essentiel en tout cas de la pop culture. Rentrer définitivement jusque dans nos pieds. Jusque dans nos pieds. Alors on vous rappelle, là, ce sont les vœux du groupe RATP que vous écoutez, que vous regardez jusqu'à 18h10 à peu près en direct du studio 104 de la Maison de la Radio à Paris, studio qui est quasiment vide, évidemment pour des raisons sanitaires. On espère bien retrouver ce type de studio plein à craquer. Ces jours prochains, nous avons les masques, nous les portons, et évidemment, on espère que les prochaines émissions se feront sans, mais nous le faisons, et on poursuit le tour d'horizon des réalisations récentes et des développements en cours du groupe RATP, en évoquant le mouvement dans la ville, la mobilité qui transforme la ville, avec Francis Pisani, philosophe des villes, auteur des Chroniques de l'Urbanocène. Vous avez publié l'année dernière Smart About Cities chez NetExplo sous l'égide de l'UNESCO. Bonjour à vous. Bonjour. Et à vos côtés, il y a Louis Villiers, directeur de la ligne 14 du métro parisien. Bonjour. Bonjour. Ligne 14 qui a été prolongée, et on l'a dit, elle a été inaugurée le 14 décembre. Encore d'ailleurs une station qui arrive le 28 janvier. On a quelques images et un peu l'histoire de cette ligne. Cette ligne 14 est une prouesse technologique.
Et on commence notre discussion avec vous, Louis Villiers. Je disais, la mise en service du prolongement de la ligne 14 et sa jonction au nord avec la ligne 13 a été un des événements sans nul doute de la fin de l'année pour le groupe RATP et pour pas mal de Parisiens et pour ses partenaires comme Île-de-France Mobilité. L'inauguration, c'était donc le 14 décembre, un exploit technologique, industriel. On a vu là à travers les images, les outils que ça nécessite, ce genre de travaux et sur combien d'années, 7 ans de chantier. Le succès du lancement de cette nouvelle jonction montre aussi à quel point c'était attendu des territoires, des servis, des voyageurs, évidemment. Le prolongement de la ligne 14, première ligne automatique, inaugurée en 1998, la plus rapide et la préférée, dit-on, du réseau parisien. C'est la première étape de, on peut dire ça, la révolution de la mobilité dans le Grand Paris. La mise en service du prolongement nord à 2 maîtres d'œuvre qui sont RATP et Île-de-France Mobilité et plusieurs financeurs institutionnels. Et avec le nouveau tracé de la ligne 14, qui relie Saint-Lazare à Mérite-Saint-Ouen, via Pont-Cardinet, bientôt Porte de Clichy et Clichy-Saint-Ouen. Le futur a déjà commencé, c'est ce qui se dit, et ça y ressemble. C'est l'annonce d'une nouvelle ère avec une amélioration de l'expérience voyageur sur la ligne 14, aussi une fluidification des déplacements dans la zone nord de Paris, très attendue, et une inclusion soutenue des territoires. Alors une première question basique mais essentielle. L'idée, en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'éléments autour de ce prolongement. C'était quoi l'idée de base de ce prolongement de la ligne 14 de Villiers ? C'est chouette d'ailleurs de revoir ces images. Effectivement, en fait, on parle d'un prolongement, mais avant tout, en fait, c'est surtout une nouvelle solution de mobilité. En fait, c'est un nouveau service qu'on vient apporter. En fait, cette ligne 14, elle va desservir des territoires qui sont le nord de Paris, qui sont la commune de Clichy, la commune de Saint-Ouen, qui sont aujourd'hui desservis par le mode lourd, par la ligne 13. Et finalement, cette 14, elle va venir aider la 13, voilà, pour mieux transporter les gens. C'est finalement un service de désaturation de la ligne 13 et on attend une baisse de fréquentation de 25% sur cette ligne. Ça, je dirais, c'est la première étape parce qu'on est déjà en train de travailler à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est le prolongement de la 14 vers le sud. 7 stations supplémentaires, la desserte notamment de l'aéroport d'Orly. On ouvrira ce prolongement en 2024 et puis c'est une station vers le nord, Saint-Denis-Pleyel. Et finalement, on va multiplier la taille de la ligne par 3. On va doubler sa fréquentation, passer à 1 million de voyageurs jour. Et on va devenir un axe structurant pour les franciliens nord-sud. Et surtout, cette ligne 14, en fait, c'est la première ligne qui va ouvrir du Grand Paris, ce fameux grand réseau de métro automatique de plus de 150 km qui va reconfigurer les transports en Île-de-France et qui permet à la région de Paris en fait, de concourir sur les villes-mondes avec Tokyo ou avec New York notamment. Alors plus de monde sur la ligne 14, on l'a compris, 1 million de voyageurs jour. Ça implique aussi des défis en termes de service aux voyageurs, qualité de service aux voyageurs. Évidemment, la qualité de service, c'est une de nos priorités. Et puis je dirais particulièrement sur la 14 où il y a une histoire. La 14, c'est la dernière ligne de métro qui a ouvert en 98, il y a un peu plus de 20 ans. C'est une ligne qui était pionnière à son ouverture. On a vu quelques images du jour de son inauguration. C'est une référence mondiale. C'est une ligne qui tutoie avec l'excellence. Je prends un exemple. Ce sont 99% des voyageurs qui sont satisfaits de sa ponctualité aujourd'hui. Voilà. Et comme je viens de l'expliquer, en fait, la 14, elle va changer d'échelle. Et donc, c'est un véritable défi de continuer à avoir une ligne 14 qui fonctionne tout aussi bien demain. Mais c'est notre enjeu et c'est la raison pour laquelle on a engagé en fait un plan de transformation sur 5 ans pour être prêt en 2024. L'idée, c'est aussi de se dire que le voyage devient une expérience, n'est pas forcément un entre-deux, entre le travail à la maison ou entre 2 rendez-vous. Il y a quelque chose qui se vit dans ce moment-là ? Alors, quand on est opérateur de mobilité, on fait partie de la vie des gens et ça nous donne une responsabilité importante. La première attente des voyageurs, c'est la sérénité. Ce que les voyageurs ils attendent de nous, c'est que le métro il marche, c'est qu'ils soient là à l'heure et c'est qu'ils arrivent à l'heure à leur rendez-vous, là où ils doivent aller. Et donc notre objectif, c'est l'hyperfluidité. Voilà. Donc le groupe RATP est leader du métro automatique dans le monde et donc finalement cette ligne 14 prolongée, la faire fonctionner en 2024, c'est une occasion d'exprimer tout notre savoir-faire. Donc on est dans notre cœur de métier, c'est de l'excellence opérationnelle, mais c'est aussi une grosse dose d'innovation pour être au rendez-vous en 2024.
La deuxième chose, c'est que on attend de nous aussi de proposer des services de mobilité complets. L'attente des gens, c'est pas simplement que la RATP soit un opérateur de bus, un opérateur de métro, un opérateur de RER. Ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur propose des solutions pour aller d'un point à un autre. À travers la recherche, par exemple, donner accès dans la recherche d'itinéraires à tous les modes de transport qui existent. C'est la question du dernier kilomètre, c'est la question aussi de l'accessibilité depuis le mode lourd vers les mobilités plus douces. Le troisième enjeu, je dirais, est là pour que justement ce moment de transport ne soit pas un entre-deux, c'est la connectivité. On a tous une grande partie de notre vie qui est sur notre smartphone, et finalement, quand on offre aux voyageurs une bonne connectivité dans nos transports, ça leur permet de continuer à vivre, de faire le mail qu'ils n'ont pas eu le temps de faire au boulot, de faire du shopping, de préparer ses vacances, etc. Et puis, je dirais, et ça c'est un petit peu notre marque de fabrique RATP aussi, on essaye de créer la surprise et l'émotion. On essaye de provoquer dans le métro des rencontres artistiques ou récréatives. Alors, ça passe à travers des œuvres d'art. Il y en a par exemple sur le prolongement de la 14. On va bientôt les installer. Où ça passe, on l'espère, qu'on va pouvoir reprendre aussi, quand le contexte sanitaire nous le permettra, des concerts de musique dans les stations. Alors Louis Villiers, une des questions qu'on se pose là précisément maintenant au moment de notre discussion et la discussion qu'on va poursuivre avec Francis Pisani dans un instant, c'est comment la mobilité transforme la ville. La ligne 14, c'est un exemple comme ça de mode de mobilité qui a transformé et transforme et va transformer la ville. Moi, je suis convaincu, et la 14 le démontre, c'est qu'effectivement, une solution de mobilité, c'est un outil formidable pour transformer la ville. Quand on regarde dans le rétroviseur, finalement, la ligne 14 qui dessert des quartiers comme Bibliothèque nationale François Mitterrand, comme Bercy, sont des quartiers qui ont considérablement évolué, et la 14 a participé à accompagner ce changement de la ville. Effectivement, ça fait venir des nouveaux habitants, ça crée un nouveau dynamisme, ça crée aussi, ça dynamise l'économie. Et puis finalement, je vois même que la ligne 14, sans doute, a contribué, le fait d'annoncer l'ouverture prochaine de la ligne 14, par anticipation, a aidé à contribuer à développer aussi les quartiers du Nord qu'elle dessert actuellement. Et finalement, cette mobilité, ces nouvelles solutions de mobilité, ça permet de construire la ville de demain, une ville finalement qui est plus respectueuse des habitants, plus respectueuse de l'environnement aussi, une ville qui tente aussi à gommer les inégalités territoriales, comme ce sont des engagements qui ont été pris dans le protocole de Kyoto, et c'est une ambition forte qui est portée par le groupe RATP et aussi par la région Île-de-France. Alors on va demander son éclairage à Francis Pisani. Vous avez entendu Louis Villiers, Francis Pisani à l'instant, la question de la mobilité qui transforme la ville. Bon, effectivement, l'exemple est assez clair, c'est presque un peu contradictif. On peut se dire aussi que la ville induit une certaine mobilité, il y a un dialogue à ce niveau-là. Ce qui me frappe, c'est que premièrement, personne n'est d'accord dans le monde sur ce que c'est qu'une ville, mais la base de la définition, c'est qu'une ville, c'est un espace avec des bâtiments et des gens. Pas question de mobilité. Et c'est un... Or, au départ, la ville attire justement des gens et devient, avec le temps, au cours des 6000 dernières années, parce que c'est une vieille histoire, elle devient attracteur ou attractrice, je ne sais pas comment on dit, de flux. Donc la ville devient l'endroit qui coordonne les lieux, les villes deviennent les endroits de coordination des flux de personnes et de marchandises au niveau de la planète. Mais fonctionnellement, la ville est plus un réseau qu'un territoire. Et donc la conception traditionnelle du territoire est problématique, et on en voit plein de remises en question. À Paris, avec l'initiative lancée par Carlos Moreno, on a la ville du quart d'heure, et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que maintenant on parlait d'une ville de la minute. C'est-à-dire la ville de la minute, c'est mon trottoir et ce qui est en face de chez moi. Et donc il faut apprendre à intégrer ces différents espaces et les mobilités qui permettent de les relier. Intégrer les différents espaces et les mobilités, ça veut dire, on comprend ce que vous voulez dire là, remettre en cause, en quelque sorte, les limites, les frontières, les cartes administratives, ce qui est prédéfini. Alors, je suis désolé de faire ça devant vous, mais il y a une image que j'adore
et si les gens veulent bien faire un petit effort, vous imaginez le plan de Paris que vous avez l'habitude défini par le périph', et puis ensuite vous imaginez celui que vous connaissez un peu moins, qui est le Grand Paris. Et ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est une photo prise par satellite de nuit de tous les endroits qui sont éliminés. Ça, c'est la réalité, et ça ne correspond à aucun territoire administratif. Alors le problème, c'est que les territoires administratifs, ils correspondent à l'attribution des budgets, ils correspondent à la démocratie, mais ils ne correspondent pas à la vie. Par rapport à par opposition ou en complément, parce qu'on ne va pas les supprimer, à cette vision-là, il est intéressant de concevoir les villes ou les espaces urbains comme des bassins de vie, où est-ce que les gens se déplacent, ou comme des archipels. Et il y a un gros travail d'une chercheuse du CNRS qui s'appelle Nadine Catan qui l'a fait il y a quelques années. Et je viens de découvrir, j'aurais pu le découvrir il y a quelques jours, puisque c'est du 13 janvier, un nouveau rapport de Terra Nova que je trouve extrêmement intéressant parce que il propose de penser les territoires en termes de mode projet. Et la fonction de l'administration, la fonction de l'État devient agencer la coopération. Et on devient, donc certaines entités deviennent des autorités organisatrices. Et je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça change notre état d'esprit. Et ça implique aussi quelque chose qui est important et auquel on n'échappera pas, c'est la digitalisation accrue de tous nos outils, avec notamment cet outil dont on parle encore peu, mais qui est important, c'est les jumeaux digitaux des villes, qu'on dit en anglais digital twins, c'est-à-dire une représentation entièrement numérisée des fonctions de la ville et qui permet de travailler, de modéliser, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Quand on réfléchit comme vous aux questions autour de la ville et de la mobilité, Francis Pisani, ce qui nous est arrivé depuis 1 an avec le Covid, avec le télétravail accru, qu'est-ce que ça peut changer dans la réflexion autour de la mobilité et autour de comment vivre sa ville ? Alors là, il y a une formule d'un Australien que je trouve géniale. Le Covid, nous n'avons jamais eu, dit-il, de meilleur urbaniste que le Covid, ou la Covid. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'effectivement, nous étions dans une époque de croissance des villes jusqu'à des tailles absolument énormes, et qu'on est maintenant en train d'essayer de repenser les territoires avec plus de relations. Mais il ne faut pas croire que sous prétexte qu'on a le Covid, on va tous aller vivre à la campagne. D'abord, si on va tous à la campagne, il n'y aura plus de campagne, il n'y aura que des villes. Et puis, comme disait Alphonse Allais, je pense qu'il y a une notion de l'efficacité de la ville qui fait que nous allons en ville partout dans le monde depuis 6000 ans. Et en gros, l'efficacité se résume à une formule assez simple. Quand une ville, toute l'histoire le montre, tous les territoires le montrent, quand une ville double de taille, elle n'a besoin que de 85% d'infrastructures en plus, donc il y a une économie sur les infrastructures, et elle a un niveau de vie et un niveau de création de brevets de 115%, c'est-à-dire qu'elle est plus efficace dans sa dynamique. Et la mobilité est une des clés de la dynamique urbaine. Comment on peut intégrer, selon vous, Francis Pisani, la question justement dont on parlait avec Louis Villiers à l'instant, de l'expérience voyageur, cette mobilité qui transforme la ville et le temps du déplacement, le temps de la mobilité. Comment l'intégrez-vous, vous, dans votre réflexion ? J'ai l'impression que mon prédécesseur vient d'en parler très très bien. Et en gros, l'idée, c'est que transformer la ville, c'est aussi transformer la vie dans la ville. Et je ne connais pas aussi bien que lui la ligne 14, mais par exemple à Singapour, ils ont fait beaucoup d'efforts pour rendre les transports plus agréables. Et dans les choses qu'ils avaient faites, il y en a 2 qui m'ont frappé. Les gens demandaient plus de place. Ce qu'on voit entre les anciennes lignes de métro, les anciennes rames de métro et les nouvelles où on a un peu plus de place pour s'asseoir. Et un autre point que vous avez mentionné qui est plus de connectivité. On veut pouvoir continuer. J'ajoute que les gares, ça vaut beaucoup pour le Grand Paris, mais ça devrait valoir ou ça pourrait valoir dans Paris même. Les gares deviennent des endroits
où on peut faire des achats, où on peut se rencontrer, où on peut consommer, voir des gens qu'on croise. Donc les gares deviennent des lieux de vie et des lieux de connexion avec d'autres moyens. C'est-à-dire que la mobilité ne peut plus être pensée à partir d'un seul moyen de transport. Elle doit être pensée comme des connexions, une irrigation de réseau qui permet d'intégrer la vie complète des déplacements des gens, c'est-à-dire le vélo, les mobilités douces, les mobilités légères et les transports en commun et éventuellement, dans certains cas, puisqu'il y a des gens qui en ont besoin, les voitures. Et dans ce cadre-là, vous pensez que les acteurs, on va dire multifacettes, ont un avantage à jouer et à montrer? Je pense que quand on intègre... Alors, il y a toute une proposition qui est bien connue des spécialistes, qui est le MAS, le Mobility as a Service, c'est-à-dire une intégration, y compris des systèmes de paiement où avec un seul dispositif, on peut payer tout, depuis la location de voiture, par exemple, en Suède ou en Finlande, jusqu'au ticket de métro, comme à Paris avec le Pass Navigo. Et je pense que quand on facilite ce genre de choses, on rend la vie plus agréable, on permet d'utiliser les transports en commun plus facilement. On doit intégrer, peut-être pas les entreprises en soi, mais les gros employeurs, qui me paraît quelque chose de très important, parce que c'est eux qui contribuent au pic, par exemple, aux embouteillages dans les stations de métro, comme l'avait montré le travail fait à Rennes par le Bureau d'Étang il y a un certain temps, mais qui est intéressant. On a évité la construction d'une ligne de métro, ce qui est bon pour le budget de la ville, en demandant aux gros employeurs de changer leurs heures d'entrée. Et donc, cette intégration de l'ensemble de la société permet, et cette volonté de penser aux gens, de leur faciliter les modes de paiement, de rendre le transport plus confortable, fait que la mobilité devient plus agréable et contribue à la dynamique urbaine. Merci beaucoup à tous les deux, Louis Villiers et Francis Pisani, de nous avoir éclairés pendant ces vœux du groupe RATP. Pendant notre discussion, Quentin Sirjac s'est remis à son piano à l'autre bout de la scène du studio 104. Il est accompagné cette fois de Julien Goetz, comédien qui est debout derrière son micro. C'est le moment poétique de cette soirée en hommage au Grand Prix de la poésie RATP, évidemment, qui est désormais un rituel et dont les contributions s'affichent toute l'année dans les transports. Julien Goetz s'est plongé dans les textes des dernières éditions. Il nous propose ce florilège accompagné donc par Quentin Sirjac. Anne Bruterque, Paris, âgée de 40 ans lorsqu'elle fut lauréate en 2018. Enfant, nous doutions parfois du vent, jamais de nos ailes. Aya Chawa, 8 ans, Paris, Grand Prix du jury 2017. Tire le rideau pour éteindre le soleil, que je puisse imaginer mon ciel. La danseuse de Margot Delacherie, 14 ans, Paris, Grand Prix 2019. Le bout du monde, au bout du pied, elle fait sa course sur le temps, tournant dans ses jupons dorés et dénudant ses sentiments. Sur scène, ses pas sont des larmes qu'en musique, elle fait couler. Le bout du monde au bout du pied, sur scène, ses pas sont des armes. Le bout du monde au bout du pied, elle tend tout son corps pour rêver à l'art et à la liberté. Pour elle, le temps s'est figé. Elle va bientôt s'envoler. Le bout du monde au bout du pied. Michael, dans l'escalier de Guillaume Moreto, 51 ans, Chaumont, Grand Prix 2018. Interphone. C'est toi ? Monte. T'es pas dans l'escalier. Je me penche et ne vois que ta main sur la rampe.
La minuterie s'éteint, je rallume les lampes, je me penche, et ta main a gagné 2 paliers. C'est le moment précieux, tes pas dans l'escalier. Tu montes 4 à 4, je ne vois plus ta main. La minuterie s'éteint, tu es à mi-chemin, je rallume, et ton rire a gagné 2 paliers. C'est le moment précieux, tes pas qui se rapprochent, et ton rire te précède, résonnant dans la cage. La minuterie s'éteint, plus qu'1 ou 2 étages. Tes pas dans l'escalier, et ton rire qui s'approche. Je rallume les lampes. Ta main est sur ma main. Thomas Lefebvre, 16 ans, Franconville, Grand Prix 2016. Mes nuits sont vos jours, mes rêves, vos cauchemars, mes envies, vos soucis. Ma musique pour vous, que du bruit. Je suis ado. J'ai les parents ados. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. De Mahé de Fix, 17 ans, lauréat 2020. J'ai 17 ans, pour 4 saisons, des impressions d'adolescent, une insouciance pour quelque temps, mener une vie de vagabond. J'ai 17 ans, pour 3 saisons, la sagesse encore, nous l'oublions, rire, danser, chanter tant qu'il est temps, crier aussi sur tous les tons. J'ai 17 ans, pour 2 saisons. J'ai 17 ans, pour 1 saison. Le jour se lève, j'ouvre les yeux. J'ai 18 ans. Marie-Hélène Machu, 70 ans, Clamart, lauréate 2017. Entendre un chant d'oiseau jamais entendu. À la cime d'un arbre jamais planté. Julien Goethe, c'est Quentin Sirjac en direct sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio. Les mobilités transforment la ville. On l'a vu il y a quelques minutes, la ville où convergent tous nos propos ce soir. Et dans cette interdépendance entre ville et mobilité se pose la question de rendre la ville meilleure, de rendre la ville plus agréable, de faire en sorte que la ville soit toujours le lieu, le théâtre de nos vies. C'est ce qu'on appelle parfois la ville inclusive. Et c'est de ça que nous allons parler avec vous, Cécile Maisonneuve. Vous êtes présidente de la Fabrique de la Cité, le think tank des innovations urbaines. Bonjour à vous. Bonjour. Définir la notion d'inclusion pour une ville, comment on le fait et avec quels mots? Alors, je commencerai peut-être d'abord par définir ce qu'est une ville, et puisque Francis Pisani a dit que personne n'était d'accord pour dire ce qu'était une ville, je me sens très libre de donner ma définition. Moi, je dirais que la ville, c'est le lieu de tous les possibles. À la différence de la campagne, du village, la ville, c'est le lieu de l'anonymat. Vous n'êtes pas assigné à votre origine familiale, à votre origine culturelle, et par conséquent, c'est l'endroit où on peut écrire sa propre histoire, prendre le crayon et décider ce qu'on va être nos projets familiaux, nos projets professionnels. Et le sujet de l'inclusivité, me semble-t-il, c'est comment faire en sorte que l'offre de logement, l'offre de transport, l'aménagement de l'espace public permettent d'exercer pleinement cette ville de tous les possibles, finalement. Dans la définition, on va dire, initiale, dans le canon de la définition de la ville, il y a la question de l'émancipation, des possibles, donc de l'émancipation de chacun. Quand on regarde finalement la ville contemporaine telle qu'elle s'est construite depuis le XXe siècle, avec tous ces réseaux d'infrastructures, a été construite très largement pour les classes moyennes. Et au fond, le projet, c'est quoi? C'est un projet
d'émancipation et de progrès social. Et la question qui est aujourd'hui posée sur cette question de la ville inclusive, c'est comment, dans le contexte de la révolution numérique, comment dans le contexte de la transition écologique, et peut-être maintenant faut-il aussi dire comment dans le contexte des grands risques épidémiologiques, comment on réinvente cette ville de l'émancipation et du progrès social au XXIe siècle. Alors quels sont les points, Cécile Maisonneuve, essentiels, si on doit en faire une cartographie, de l'inclusion en ville? Ça passe par quoi? Par quel type d'exigence? Alors, si je devais définir ce qu'étaient les trois piliers de l'inclusion en ville, je dirais qu'il y a l'accessibilité à l'emploi, l'accessibilité à la formation et l'accessibilité aux infrastructures sociales, les écoles, les hôpitaux. Et si j'allais plus loin, je dirais même que dans une génération qu'on appelle la génération 90% de notre temps, nous le passons en intérieur de plus en plus, il y a un endroit finalement où il n'y a plus beaucoup d'endroits où on rencontre les autres dans toute leur altérité. Et cet endroit-là, me semble-t-il, c'est dans l'expérience de la mobilité et notamment du transport en commun. Donc ça, c'est un point important finalement, qui est que le lieu physique où aujourd'hui on peut faire l'expérience très sensible, j'allais dire, de l'inclusivité de la ville, c'est ce qu'on appelle le transport en commun, le mass transit, comme disent les anglo-saxons. Donc ça signifie qu'il faut continuer à assumer, on va dire, le temps de trajet et y voir un lieu de possible aussi. La question du temps de trajet, en fait, nous oblige à poser le regard sur la ville. Ça a été dit précédemment, mais je pense qu'il faut le redire. La ville, c'est un espace-temps. C'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui m'est possible de faire pendant 24 heures, comment est-ce que je peux remplir mon programme d'activité. Et la question du temps, je pense qu'il y a une part du temps incompressible dans nos villes, dans nos grandes villes notamment, et que le sujet aujourd'hui, c'est pas tellement de savoir ce que je peux faire en un quart d'heure. Le sujet, c'est plutôt comment je relie les différentes échelles de la ville. Il y a mon quartier, il y a le territoire plus globalement, et puis il y a comment les villes se relient entre elles. Et cette question du temps de parcours, qu'il s'agisse de nos parcours quotidiens, qu'il s'agisse de nos parcours pour des trajets plus longs comme pour les vacances, en fait, c'est la question derrière que vous avez posée à travers cette question de l'inclusivité de la ville, c'est la question de la qualité du temps que nous passons dans nos vies d'urbains. Donc les hubs de mobilité, les endroits où on passe d'un type de mobilité à l'autre, doivent devenir autre chose que de simples lieux de connexion. Ça peut devenir des lieux de vie. J'allais dire que le mode de transport lui-même est un lieu de vie, l'ensemble est un lieu de vie. Dès lors qu'aujourd'hui, je peux, par exemple, dans un métro, réserver mon prochain voyage ou acheter un bouquin, je suis dans un lieu de vie. Et finalement, le numérique a totalement, j'allais dire, accéléré une évolution qui était déjà là, c'est-à-dire de casser cette ville des fonctionnels, où il y avait l'endroit où on vivait, l'endroit où on travaillait, puis l'endroit où on se déplaçait. Aujourd'hui, finalement, on veut vivre pleinement, et je pense que ce sera encore plus vrai après la crise que nous traversons actuellement, on veut vivre pleinement chaque instant de nos vies d'urbains, y compris quand on est dans les hubs de mobilité ou dans les différents modes de transport que nous utilisons tous les jours. Quand on parle comme ça, comme vous, de ville inclusive, à un moment où on se rend compte qu'à certains endroits et à certains moments, la société semble se craqueler, que des liens se défont, que les débats se polarisent, penser à une ville des possibles, une ville de l'émancipation, c'est politique ? Je pense que c'est un acte, oui, profondément politique que de prononcer le mot d'inclusivité. Et vous l'avez dit, je pense que la France, de ce point de vue-là, est un pays particulièrement fracturé, comme le montrent des recherches récentes, par exemple, de Yann Algan. Et à cet égard, je pense que cette ville dont je parlais précédemment, cette ville des classes moyennes, si on n'arrive plus à la construire par le logement abordable, le seul rempart qui reste, finalement, c'est la mobilité. Donc c'est un point absolument crucial de la capacité de nos villes à rester inclusives. Cécile Maisonneuve, vous disiez rendre la ville possible, accueillante, souhaitable et inclusive. Donc ça passe par des actions concrètes liées à la mobilité. Et c'est le cas aussi avec une application développée par le groupe RATP, précisément par le laboratoire Casaroc de RATP Dev. Casaroc qui est implanté à Casablanca au Maroc. Et on retrouve en duplex Sarah Arache en direct avec nous. Sarah Arache qui est responsable du lab Casaroc. Bonjour, êtes-vous là? Oui, bonjour à vous. Alors, on va parler avec vous d'une application qui va être bientôt lancée à Paris, qui s'appelle WIP, W-I-P, Walk in Peace, une application qui, justement, sur la question de l'expérience voyageur et de la sécurité, dont on a parlé depuis tout à l'heure, a un grand rôle à jouer. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Sarah Arache ?
Bien sûr, donc WIP est une application en faveur de la solidarité et de la sécurité dans les transports publics. Elle a un premier volet de copiétonnage et un deuxième volet d'alerte. Concrètement, elle a pour vocation de rendre les voyages encore plus sûrs dans les transports en faisant à la fois de la prévention mais aussi de la curation. Est-ce qu'on peut définir ce que vous avez appelé d'abord le premier volet, le copiétonnage, c'est-à-dire qu'on signale qu'on souhaite marcher avec, être avec quelqu'un? C'est ça. En fait, l'idée forte, c'est vraiment le copiétonnage. Ce qu'on appelle, nous, copiétonnage, c'est le fait de pouvoir trouver quelqu'un avec qui marcher et faire une partie de son chemin. C'est un point fort parce que aujourd'hui, énormément de personnes, craignant par exemple l'insécurité ou le harcèlement, demandent à quelqu'un de leur entourage de les accompagner parce qu'on se dit qu'on risque moins si on est en compagnie de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'on a mis en place pour justement faire la prévention. Ça signifie aussi que on peut faire appel à l'application WIP si, par exemple, on est une personne en fauteuil roulant et qu'on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner. Il y a des besoins spécifiques comme ça qui peuvent être où l'application s'applique. Si vous me passez l'expression. Tout à fait. WIP répond à plusieurs usages, plusieurs problématiques. Vous l'avez dit, une personne, par exemple, en fauteuil roulant qui pourrait avoir besoin d'aide, des touristes qui cherchent leur chemin et pourraient trouver, grâce au copiétonnage, un guide temporaire ou encore des femmes, par exemple, craignant de se faire harceler, par exemple. Alors, vous parlez de l'autre volet, à côté du copiétonnage, c'est l'alerte, c'est-à-dire que l'application implique qu'il y ait une communauté qui est branchée, qui fait partie de la communauté WIP, et donc on peut imaginer que si quelqu'un dans un transport ne voit plus son enfant, peut appuyer sur un bouton, sur le WIP, et puis informer les membres de la communauté qui seraient autour de lui. Exactement. En fait, le deuxième volet donc, de ce qu'on appelle le volet curatif, c'est ce que vous avez dit, c'est l'alerte. Concrètement, c'est une alarme qui se déclenche sur son téléphone, à la fois sonore et lumineuse, et qui permet, vous l'avez dit, selon le cas, selon la situation, d'attirer à la fois l'attention des gens autour, de solliciter des agents, d'effrayer, dans le cas où ça se présente, un assaillant, ou encore, dans l'exemple que vous avez pris d'un parent qui aurait perdu son enfant, d'aider par exemple l'enfant à se repérer et à retrouver son parent. Alors c'est une application qui a été remarquée, puisque vous l'avez présentée au festival au South by Southwest à Austin aux États-Unis et puis à Vivatech à Paris. Donc c'est un travail aussi qui a duré plusieurs années, qui finalement va être mis en avant auprès du grand public. C'est aussi une manière de mettre en avant une communauté préexistante qui s'ignore peut-être, mais de gens de confiance en fait. Tout à fait. Le WIP repose vraiment sur, comme vous l'avez dit, une communauté préexistante, mais qui s'ignore, celle de ce qu'on appelle les aidants du quotidien, une communauté de confiance. Donc les principaux piliers, effectivement, c'est ce qu'on a dit, c'est la sécurité, la solidarité, mais vraiment ce phénomène de communauté de confiance sur laquelle on peut se reposer et qui peut nous venir en aide selon notre besoin. Voilà, donc Walk in Peace WIP, l'application développée par le lab Casaroc de RATP Dev, Casaroc donc à Casablanca, où vous êtes, Sarah Arache pour ce duplex. Merci beaucoup de nous avoir expliqué et annoncé donc l'arrivée prochaine de WIP sur nos différents terminaux, être en mobilité et en sécurité ensemble. Voilà, c'était ça un peu le message de cette application et belle mission pour ce WIP. Merci d'avoir été avec nous et merci Cécile Maisonneuve d'avoir été avec nous aussi. Merci. Nous sommes toujours en direct au studio 104 de la Maison de la Radio où se déroule cette émission des vœux du groupe RATP. Où vous allez rapidement la retrouver en replay, évidemment. Dans quelques minutes, nous allons reprendre la discussion avec Catherine Guillouard, la présidente du groupe RATP. Discussion qui a démarré au début de cette émission. On a cité plusieurs fois Singapour au cours de ce live. Nous vous y emmenons, figurez-vous, pour voir comment on vit et comment on bouge dans la ville modèle de la connexion et de l'interconnexion, la Smart City, ou plutôt la Smart Nation, la plus aboutie du monde, avec la voix de Nathalie Touret.
Redoubler d'efficacité, c'est une priorité à Singapour. Ce petit territoire a besoin d'innover pour continuer à se développer, lutter contre sa vulnérabilité au changement climatique et accompagner au mieux une population parmi les plus vieillissantes au monde. Les autorités s'appuient donc sur les outils numériques pour améliorer la planification urbaine, avec une approche très pragmatique dans l'interaction avec les citoyens, et notamment dans les transports, comme l'explique Fabien Clavier. Cet urbaniste travaille dans la cité-État depuis 6 ans. Quand on prend le bus à Singapour, on voit des petites affiches qui disent voilà, si vous utilisez votre Easy Card, vous contribuez en termes de données à améliorer le service public parce que les opérateurs vont mieux comprendre la fréquentation, les habitudes des gens. Il y a beaucoup de plateformes en fait, pour modéliser tout le réseau, potentiellement la fermeture d'une voie ou la fermeture d'une ligne, etc., ou l'ouverture d'une nouvelle ligne, voilà, pour évaluer un petit peu l'impact sur les déplacements domicile-travail. Donc ça, clairement, c'est très intégré dans la logique Smart Nation. Dans la Smart Nation, la vision est certes portée par le gouvernement, mais dans l'exécution, il y a une collaboration forte avec les acteurs de l'innovation, et notamment les start-up, très avantagés. C'est ce qui a séduit Ramesh Rajenteran, fondateur de Mia Health, une start-up du secteur de la santé. Les autorités appliquent une politique de financement très active à travers divers leviers, comme des garanties pour des prêts de soutien, la mise en relation entre les entreprises, un régime fiscal favorable et une aide à l'internationalisation. Chez Mia Health, c'était une évidence pour nous de baser notre siège à Singapour, d'autant que nous avons des ambitions internationales. L'urbaniste Fabien Clavier, auteur de nombreuses études sur la ville et aujourd'hui consultant auprès de la Banque mondiale, considère le modèle singapourien comme particulièrement abouti car il s'est affranchi de tout gadget. C'est bien une vision de long terme avec la volonté d'accompagner le développement de la ville. Mais l'expérience singapourienne reste très difficilement réplicable. Il y a beaucoup de smart cities dans le monde, mais ces villes ne sont pas des États. Donc elles n'ont pas la capacité, par exemple, de créer une identité digitale ou la possibilité de créer des systèmes de paiement digitaux. Donc Singapour, en fait, a cette capacité à utiliser ses fonctions régaliennes. Et Singapour poursuit sur sa lancée. Le gouvernement vient d'annoncer un nouveau plan quinquennal en faveur de la recherche, de l'innovation et de la création d'entreprises, soutenu par pas moins de 25 milliards de dollars de financement public. Voilà, retour à Paris. Nous quittons Singapour. Pendant ce reportage, Valère Pelletier s'est installé à notre table. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes directeur général de la Business Unit RATP Solutions Ville depuis le 1er janvier 2021. Et auparavant, vous étiez directeur de la stratégie et du développement du groupe RATP. On vient d'écouter donc ce reportage à Singapour qui apparaît à la fois comme un lieu modèle de l'expérience voyageur et une réussite de la ville intelligente. Est-ce que c'est inspirant pour vous ? Alors oui, c'est un très bon exemple, Singapour. Alors c'est une ville qu'on connaît bien, nous, le groupe RATP. On y est présent, on a des équipes de RATP Dev sur place. Singapour est très illustratif des tensions de la ville. On l'a vu, tensions climatiques, tensions physiques, tensions économiques. C'est important de le rappeler aussi. Après, je pense que c'est plutôt un prototype qu'un archétype, dans le sens où vraiment c'est un exemple qu'on aura du mal à répliquer, mais il est, je pense, inspirant. Après, je pense qu'il illustre aussi le paradoxe de la Smart City, un mot dont on parle beaucoup, qui a été galvaudé avec le terme Smart, intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence pour une ville ? Là, en l'occurrence, on sent bien que la technologie est très forte. Notre conviction à nous, basée sur notamment notre ADN, c'est de dire que la technologie, on ne l'utilisera pas à tout crin, il faut qu'elle soit bien au service de la qualité de vie en ville. Aujourd'hui, avec ce qui se dessine, ce qu'on n'a d'ailleurs pas arrêté de dessiner depuis le début de cette émission, il faut prendre soin des villes, il faut prendre soin des collectivités. Oui, et leurs habitants, en fait, elles font face, on l'a bien entendu, notamment avec Francis Pisani, à toute une somme de tensions qui s'appliquent à elles. On l'a vu encore dans le cas de Singapour. Elles ont besoin, pour traverser cette période tumultueuse, elles ont besoin d'un partenaire de confiance, d'un partenaire qui soit pragmatique, d'un partenaire qui apporte des solutions. Et le groupe RATP est historiquement le partenaire d'une métropole mondiale, Paris et sa région, et qu'on a développé dans ce cadre-là des savoir-faire multiples. Ces savoir-faire, on les a aussi développés dans plus de la centaine de villes dans lesquelles on est également présent de par le monde avec RATP Dev. Et en fait, aujourd'hui, nous passons un cap pour officialiser peut-être ce que nous sommes déjà depuis un certain temps, à savoir un partenaire de valeur, un partenaire multidisciplinaire pour les villes et les collectivités. Et donc ces expertises qu'on a entendues, dont vous venez de parler, qui sont ceux du groupe, se matérialisent à travers une offre dédiée. Voilà, par la création d'une offre dédiée, RATP Solutions Ville,
Donc des solutions pour les villes, c'est quelque chose qu'on revendique déjà depuis un certain temps. Quand le groupe dit la villa de l'avenir, ou en anglais Moving Towards a Better City, c'est aussi ça que ça dit. Donc on est un acteur pluridisciplinaire. Et aujourd'hui, on parle concret, on parle business, on parle contrat. Donc si notre cœur de métier reste le transport, nos domaines de compétences qui se sont développés sur le cœur de métier, ils se sont enrichis au fil de l'eau. On fait de la gestion de l'énergie avec des grands projets comme la transition énergétique sur notre flotte de 4700 bus, le projet Bus 2025 dont il était question en introduction, la gestion d'un réseau d'énergie haute tension que nous gérons au quotidien. Sur les télécoms également, avec de la fibre optique qu'on vend depuis plus de 20 ans, plus de 2000 km de fibre optique sous nos pieds, la ville souterraine, comme le disait la présidente en introduction, le développement de la 4G, du Wi-Fi. Donc les télécoms, nous sommes dans le concret. Sur l'immobilier, on a plus de 8700 logements sociaux dans le groupe RATP. Depuis plus de 60 ans, nous développons cette activité. Elle est en croissance. On fait de la gestion de sites industriels et tertiaires. Bref, nous avons des compétences très concrètes développées dans le cadre du transport public et que nous mettons désormais à destination des villes. Et justement, ces talents-là préexistaient dans le groupe. Pourquoi leur donner une nouvelle étiquette, un nouveau chapeau et pourquoi maintenant? Pour deux raisons. D'abord parce qu'elles vont prendre de l'ampleur, on va parler d'ambition qui se décuple, et aussi parce qu'il nous faut être lisible vis-à-vis des clients. Donc solution ville, c'est lisible, ça dit ce que ça fait ce que ça dit, on apporte des solutions aux villes. Alors bien sûr, nous bâtissons depuis l'existant, c'est important de rappeler que cette offre de solutions, elle va intégrer le meilleur des activités que font déjà nos filiales, 4 filiales à retenir, RATP Habitat, notre filiale qui fait du logement social, logement intermédiaire, accession, RATP Real Estate qui fait de la gestion immobilière, RATP Connect, la ville connectée, la connectivité, et RATP Capital Innovation, dont il a été question plusieurs fois tout à l'heure, qui investit dans des innovations urbaines. Donc nos clients pourront profiter de ces savoir-faire intégrés pour la ville. Et maintenant, c'est l'urgence, en tout cas c'est maintenant que ça se joue. Alors, je pense que c'est important de dire qu'on est au croisement en fait, de deux tendances. C'est la rencontre d'un besoin marché. On l'a vu, les villes, et ça s'intensifie. Nos projections, nos analyses montrent que dans les 20 ans qui viennent, ça va aller, ces ruptures vont s'accumuler. Donc un besoin marché fort, parce que la qualité de vie, on l'a beaucoup entendu juste avant, l'inclusion et la qualité de vie est vitale et fondamentale. Donc ce besoin marché, il est maintenant. Et ça correspond aussi à une dynamique stratégique du groupe RATP où, parce qu'on le sait très bien, l'ouverture à la concurrence de nos marchés progressives font que nous avons besoin de trouver des relais de croissance. Ces relais de croissance, ils sont déjà été lancé avec la création des RATP Dev il y a quasiment 20 ans. Et maintenant, en complément du succès des RATP Dev, c'est important, au-delà de la mobilité, d'aller chercher des relais de croissance supplémentaires. Alors, il y a un élément dont vous avez parlé et qui avait été aussi dit un peu plus tôt dans l'émission. Le groupe RATP est un acteur de la connectivité en ville. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que, et on le sait assez peu, mais en fait, on a 2000 km de fibre, comme je le disais à l'instant. En fait, le réseau, chaque sortie de station de métro ou de RER est aussi un point d'accès à un réseau télécom de très haute capacité qui peut véhiculer les données dont aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler de la connectivité dans les transports. Aujourd'hui, la RATP fournit des services de fibre optique à toute une gamme de clients, par exemple à la Banque de France ou des grands groupes internationaux. Grâce à ce réseau de fibres, elle fournit aussi la 2G, 3G, 4G et à terme fournira la 5G. Donc on voit que c'est un des talents pas souvent si connus que nous avons dans le groupe RATP. On peut aussi citer le sujet du logement social que j'évoquais à l'instant, qui illustre très bien le propos juste avant de la ville inclusive. Donc peut-être qu'en conclusion, pour bien rappeler qu'il y a donc 5 secteurs qui vont être adressés par cette BU Solutions Ville. Ce secteur, c'est les télécoms, je viens d'en parler, avec la connectivité, la fibre, la 4G, bientôt la 5G, l'énergie, la gestion des infrastructures énergétiques en ville, la révolution de l'électromobilité que nous accompagnons, l'immobilier avec de grands projets urbains, des logements sociaux, la logistique urbaine avec une tendance de fond qui a été évoquée plusieurs fois, la convergence des flux, on en a beaucoup parlé, convergence des mobilités des biens et des personnes. Il faut converger les infrastructures et les flux, c'est fondamental. Et en ça, le groupe RATP a des compétences et des actifs à faire valoir. Et 5e secteur, les nouvelles mobilités, avec des investissements également qui ont été cités. Je ne reviendrai pas dessus sur City Schools and Park, Klaxit. Valère Pelletier, merci beaucoup. Vous avez fait la présentation en fait de Solutions Ville. On fait connaissance en quelque sorte. Enchanté. Et ça commence. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir été un des invités de cette émission, celle des vœux du groupe RATP en direct depuis le studio 104 de la Maison de la Radio.
Et on se retrouve au centre de cette scène du Studio 104, Catherine Guillouard, présidente du groupe RATP. On a compris, pour conclure cette émission, on se retrouve pour refaire le point en quelque sorte. On a compris que face à des villes en mouvement, pour lesquelles la mobilité est un gage de vivacité, de vie tout court, on peut le dire, et d'inclusion, un acteur comme le groupe RATP a tous les atouts pour devenir un interlocuteur. Voilà, on peut discuter avec le groupe RATP, un interlocuteur multiple, multifacette, on a dit ça, un interlocuteur essentiel. Est-ce que ça signifie que le groupe RATP s'éloigne de son cœur historique de métier, le transport ? Non, non, pas du tout. Évidemment, notre cœur de métier reste vraiment le pivot du développement du groupe. Mais on a décidé finalement d'organiser ces savoir-faire que nous avons à l'intérieur du groupe et d'essayer de les développer de façon structurée, c'est-à-dire en créant une mini-entreprise avec un esprit entrepreneurial qui va bénéficier évidemment de ce que disait Valère, c'est-à-dire de l'histoire et aussi de la technologie que nous avons et des savoir-faire que nous avons à l'intérieur du groupe. Mais bien évidemment, nous nous préparons à l'ouverture à la concurrence sur notre cœur de métier. C'est la priorité absolue. Et nous sommes en train de travailler évidemment sur notre productivité, notre compétitivité, puisqu'on sait très bien que dans les appels d'offres, la partie prix sera très importante. On espère juste que la partie service et innovation sera là aussi au rendez-vous et que, j'allais dire, on ne débouchera pas sur un raisonnement qui serait uniquement fondé sur le prix. Enfin, il faut qu'on soit compétitif, bien sûr, mais je pense que pour déployer nos savoir-faire, il faut aussi qu'on ait un peu d'espace au-delà. Donc voilà, donc c'est je pense, quelque chose que nous démarrons et dont l'objectif est un horizon de moyen-long terme. Et surtout, j'y tiens absolument, on l'a dit, je pense que le groupe, en tout cas, c'est vraiment un des points fondamentaux que j'essaie de développer depuis mon arrivée à la tête du groupe, c'est l'ouverture sur l'écosystème. On a démontré ces 3 dernières années qu'on s'est ouvert à un très grand nombre de partenariats. Et ça, il faut qu'on le continue, non seulement dans notre cœur de cible, qui sont les solutions de mobilité innovantes et durables, mais aussi, évidemment, dans Solutions Ville. Et on a de très beaux partenaires. On était là en appel d'offres avec Engie. Demain, on peut être en appel d'offres avec d'autres partenaires immobiliers. J'en ai parlé. On a vraiment la volonté de se dire... On veut être un partenaire de confiance, offrir de la solidité, mais on n'arrive pas bardé de certitude. On a aussi une certaine humilité et le fait de se dire, tiens, pour répondre exactement à ce projet, il faut plutôt qu'on aille voir tel partenaire. Voilà, donc c'est aussi un appel au partenariat et on l'assume totalement. Voilà. Merci beaucoup, Catherine Guillouard, de nous avoir présenté ses vœux et ses différentes... Merci. Et je voudrais avoir un mot, si vous le permettez, pour remercier la présidente de Radio France, Sybille Veil, et les équipes du 104, du Studio 104, parce que nous sommes des entreprises de service public. Et le fait d'avoir travaillé avec vous pour faire ces vœux, on essaye de démontrer qu'en période de crise, service public et performance, eh bien, ça marche bien ensemble. Et je remercie beaucoup les équipes pour le travail de cet après-midi. Merci à vous. Merci. Le groupe RATP, donc on l'a compris, offre diversifiée, mais toujours le même ADN. C'est ça le mot d'ordre. Oui. L'ADN est très très important et l'ADN du groupe, c'est vraiment cette capacité finalement à améliorer la qualité de vie en ville, à la fois au travers des solutions de mobilité et aussi au travers de tout ce que nous faisons autour de la mobilité et notamment avec le développement maintenant de solutions ville. Voilà. Merci à vous. Le groupe RATP vous a présenté ses vœux pour l'année 2021 en direct du studio 104 de la Maison de la Radio. Merci à tous les invités, les artistes, les intervenants de ce soir. Merci donc aux équipes de la Maison de la Radio et du studio 104. Merci à vous de nous avoir suivis, que vous soyez peut-être en direct, peut-être en replay, car vous pouvez réécouter sur ratpgroup.com/vœux 2021. Écoutez et voir évidemment cette soirée. Bonne soirée et bonne année.